Merci beaucoup. Eh ben, je vais essayer de faire ça. Donc, je vais vous parler vraiment des mécanismes du climat. Pourquoi est-ce que les climatologues sont persuadés qu'il y a déjà un changement climatique qui est dû aux activités humaines et pourquoi les climatologues pensent que c'est quelque chose qui va s'accélérer au cours du XXIe siècle. Donc, comme ça a été dit, moi je suis chercheur. Je fais partie d'un laboratoire qui est en banlieue parisienne, sur le plateau de Saclay, en fait, à 25 km au sud de Paris. C'est un laboratoire qui dépend du CEA, du CNRS et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis, par ailleurs, j'ai participé à la rédaction du dernier rapport du GIEC. Donc, je vais aussi commencer en fait mon intervention en vous expliquant qu'est-ce que c'est que le GIEC et comment ça marche. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le GIEC? Le GIEC, c'est pas un institut de recherche. Il n'y a aucune recherche qui est faite vraiment dans le GIEC. Et d'autre part, il y a personne, ou il y a pratiquement personne qui est payé par le GIEC. En fait, les gens qui participent, comme moi, à la rédaction du rapport du GIEC, ce sont des chercheurs qui sont mis à disposition par leur institut de recherche sur une fraction de leur temps. Typiquement, moi, pendant les 2-3 ans là où j'ai participé au GIEC, j'ai passé 15-20% de mon temps à ce travail-là, et puis je continuais à travailler par ailleurs ma recherche propre. Et donc, qu'est-ce que c'était mon travail du GIEC? C'était de lire la littérature scientifique, c'est-à-dire un petit peu tous les articles qui sont publiés dans le domaine sur un certain thème. Évidemment, on s'était un peu réparti le travail. Donc, on part de la littérature scientifique, comme c'est montré derrière moi, et puis on va en faire un rapport. Donc, le rapport qui fait entre 500 et 1000 pages. C'est assez indigeste pour le grand public. C'est plutôt quelque chose qui est normalement destiné aux gens qui sont typiquement à bac plus 5 sur la thématique climat. Donc c'est quand même très très spécialisé, même si on peut s'y intéresser. Mais après, on fait ce qu'on appelle le résumé pour les décideurs. Donc ça, c'est un document qui fait 20 à 30 pages et qui est du niveau terminal scientifique, à peu près. Donc ça existe. On l'écrit en anglais, mais c'est ensuite traduit dans les différentes langues de l'ONU. Et puis évidemment, après, il y a toute la communication grand public qui est avec des petits fascicules et puis alors là c'est plus les climatologues, c'est plus les gens du GIEC qui contrôlent. Et donc, il peut y avoir certaines bêtises qui sont dites. Alors, aussi, l'autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'en fait, le GIEC, il y a 3 groupes. Le groupe 1, dont je fais partie, ce sont les sciences du climat. Le climat, comment ça marche. Ensuite, c'est là-dedans qu'on décrit les modèles qui essayent de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Le groupe 2 va regarder l'impact du changement climatique, c'est-à-dire que on prend un peu les sorties du groupe 1. Le groupe 1 vous dit il va y avoir une augmentation des températures, les précipitations vont augmenter à tel endroit, elles vont plutôt diminuer à tel autre, et puis le niveau des mers va s'élever. Enfin bon, je vais vous décrire tout ça un petit peu dans mes prochaines planches. Et puis juste là-dedans, dans ce groupe 2, il y a des gens qui sont des agronomes, des gens qui sont des spécialistes d'infrastructures, des gens qui s'occupent d'énergie. Et puis regarde un petit peu quel est l'impact du changement climatique sur les sociétés humaines. Donc impact et vulnérabilité. Et puis le groupe 3, donc là c'est les gens qui disent tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'adapter au changement climatique, parce que de toute façon il va y avoir un changement. Et puis aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le changement climatique. Donc là il y a encore plein de gens, il va y avoir des économistes, des spécialistes de la société, des spécialistes de l'énergie. Qui vont faire ce rapport. Donc moi, ma connaissance propre, elle est vraiment uniquement sur le groupe 1. J'ai lu les résumés pour les décideurs des groupes 2 et 3, mais c'est à peu près tout. Donc j'aurais du mal à répondre aux questions qui concernent les impacts et l'atténuation du changement climatique. Mais vous aurez des exposés. Si vous revenez, si vous êtes intéressé ce soir et que vous revenez aux prochains exposés, vous pourrez poser des questions sur justement les impacts du changement climatique. Donc, un peu en chiffres, le groupe 1, que je vous ai dit, c'est ça que je connais. Vous voyez qu'on a fait un énorme travail de lire, de regarder un petit peu tout ce qui s'est écrit sur le changement climatique pour faire ce qu'on appelle une évaluation. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu sur quel domaine les connaissances scientifiques, telles qu'elles sont publiées dans la littérature scientifique, sur quel domaine les gens sont d'accord, et puis sur quel domaine il y a encore des controverses, il y a des choses qui ne sont pas d'accord. Et ça, on est censé le refléter dans le rapport, c'est-à-dire que dans le rapport, on va dire, il y a des choses sur lesquelles on va dire, on est complètement certain
certain que de telles choses, parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si tout le monde est d'accord, on peut dire, enfin tous les scientifiques, en tout cas toute la littérature scientifique est d'accord sur tel thème, donc on a vraiment une grande confiance que c'est vrai. Et puis les autres choses sur lesquelles il y a encore des incertitudes. Et dans mon exposé aujourd'hui, je vais aussi essayer justement de refléter cette incertitude, les choses sur lesquelles vraiment il n'y a pas de doute et les choses sur lesquelles il y a encore des doutes aujourd'hui. Oups, je ne suis pas allé dans le bon sens. Donc ce travail, il a été fait par 200, voilà, on était 259 auteurs. Sur ces 259, il y en avait 16 qui étaient français. Et puis ce qu'on appelle des contributeurs, c'est-à-dire que sur certains points précis, on avait dit, ah tiens, on aimerait bien recevoir de l'aide pour rédiger un paragraphe sur un sujet précis, et il y a tel spécialiste qui nous a aidés, et à ce moment-là, on le mettait comme contributeur. Et alors, un truc très important sur le GIEC, c'est ce qui est marqué là, 54 677 commentaires de 1089 experts, c'est qu'en fait, quand on écrit le rapport du GIEC, on fait une première version qui est mise en ligne, qui est mise sur un site internet fermé, mais sur lequel un peu n'importe qui avec des connaissances scientifiques peut s'inscrire, peut dire ben moi j'ai envie d'être évaluateur du rapport du GIEC, et à ce moment-là on lui donne accès donc au rapport du GIEC, et il peut faire des commentaires, il peut le lire, le télécharger, le lire, et puis faire des commentaires. Telle page, vous dites que ça, mais je ne suis pas d'accord parce que, par exemple, il y a tel article scientifique qui dit le contraire, donc vous n'avez pas le droit de dire ça. Et à ce moment-là, nous rédacteurs, on doit répondre à l'ensemble des commentaires. Alors, il y a des fois, on dit « Ah, ouais, tiens, là, t'as raison, on avait oublié ». Et à ce moment-là, il faut qu'on corrige notre texte. Ou alors, on dit « Ah ben non, on n'est pas d'accord avec cette modification pour telle et telle raison », mais on a l'obligation de répondre d'une manière ou d'une autre, et il y a des gens qui ont aussi la responsabilité de vérifier si on dit on répond pas n'importe comment. Mais finalement, donc ça veut dire que le processus, il est très ouvert, il est transparent, c'est-à-dire que l'ensemble des commentaires, vous pouvez tout y avoir accès, vous avez accès au rapport du GIEC, mais vous avez aussi accès aux commentaires qui ont été faits et aux réponses qu'on a faites. Donc c'est un processus qui est très ouvert. Bon, 14 chapitres, et puis il y a donc le fameux résumé pour les décideurs qui fait accessible un petit peu aux gens de niveau terminal scientifique, qui fait 14 000 mots, et puis 19 points. Donc les chapitres, en fait, donc, comme je disais, il y a 14 chapitres. En gros, il y a des chapitres, les premiers chapitres, de 1 à 5, concernent les observations. Ensuite, les chapitres 6 à 10 disent, bah, tiens, ils font de l'interprétation de ce qu'on observe. Bah, tiens, on observe une montée du niveau des mers, pourquoi? On observe une élévation une modification des températures, pourquoi? Enfin, donc c'est là-dedans qu'on va parler des processus. Et puis les chapitres 11 à 14, c'est les projections. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Une fois qu'on a compris ce qui se passe aujourd'hui, on peut essayer de mettre ça dans des modèles, comme j'expliquerai tout à l'heure. Et on va essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc ça, ce sont les 4 derniers chapitres. Alors, vous avez certainement entendu dire que les rapports du GIEC, ils sont truffés d'erreurs, que le GIEC s'est complètement déconsidéré parce qu'il avait écrit plein de choses qui sont fautes. Et un truc qui est toujours mis en avant, c'est la fameuse affaire des glaciers de l'Himalaya. Dans le précédent rapport, celui qui avait été publié en 2007, effectivement, le GIEC avait écrit une grosse boulette. Donc, dans le rapport du GIEC, il est écrit, donc c'est surligné, que les glaciers de l'Himalaya vont disparaître en 2035, ou peut-être même avant, ce qui est vraiment une énorme connerie. Mais ça, il faut bien voir que c'est 6 lignes dans un rapport qui fait 800 pages. Donc quand on nous dit que les rapports du GIEC sont truffés d'erreurs, eh ben, voilà un petit peu le genre de choses. J'aimerais bien voir un texte de 800 pages, un autre texte scientifique de 800 pages dans lequel il n'y a pas d'erreur. Mais enfin, ça, c'est vraiment embarrassant. Quand même, ça aurait pas dû s'en sortir. Mais quand même, moi, j'ai pas participé à l'écriture du rapport du GIEC de 2007, mais j'ai participé à celui-là. Et je peux vous dire que le processus est vraiment extrêmement rigoureux. Et c'est vraiment surprenant, finalement, qu'il y ait des erreurs de ce type-là qui peuvent s'y glisser. Mais on ne peut vraiment pas dire que ça affaiblit la totalité du message, à mon avis. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans ce rapport du GIEC? Ben voilà, typiquement, la chose qu'on met le plus en avant, c'est la hausse des températures. Donc là, vous avez, sur la figure qui est derrière moi, une estimation annuelle
de la température moyenne de la Terre. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire exactement la température moyenne de la Terre? Je pourrais répondre éventuellement s'il y a des questions là-dessus. C'est un processus qui est éventuellement un peu compliqué, mais il y a quand même un peu des mesures un peu partout sur Terre, et donc on peut arriver à une mesure de ce type. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne sur les typiquement 160 dernières années. Vous voyez que la température moyenne de la Terre a augmenté un petit peu au début du XXe siècle, et puis a augmenté fortement sur la deuxième, sur les 30 dernières années du XXe siècle. Et ce que vous voyez sur la figure du bas, hein, c'est que là, on a fait des moyennes sur 10 ans, parce que le climat, c'est ça. Il faut bien voir qu'il y a quand même un peu de variabilité interne. Il y a des années avec El Niño, la Niña. Il y a des mécanismes un petit peu équivalents dans l'Atlantique qui font qu'il n'y a pas du tout une augmentation linéaire. C'est pas continu, il y a du bruit. Mais donc, quand on s'intéresse au climat, on s'intéresse à des moyennes sur une certaine période. Donc là, on a fait des moyennes sur une dizaine d'années. Et vous voyez que chacune des période de 10 ans des 40 dernières années a été plus chaude que toutes les périodes précédentes. Donc on a l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc c'est ce que je mets là. Hein, chacune des 3 dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes. Alors qu'est-ce que ça donne sur la France? En fait, là c'est pas sur la France, c'est même à Paris, Paris-Montsouris. Donc ça, c'est la mesure qui est juste à côté, hein, la mesure en Paris. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a des mesures depuis très longtemps. En fait, si vous voyez, ça commence, j'aurais dû le mettre, mais ça commence en 1675. Donc là, c'est une série temporelle. La courbe précédente, je vous la montrais sur les 160 dernières années. Là, c'est sur les 350 dernières années. Donc vous voyez que c'est vraiment la température à Paris s'est vraiment réchauffée sur typiquement les 100 dernières années. Mais alors, vous avez le droit de dire que c'est probablement dû aussi à l'urbanisation. Évidemment, une ville, c'est plus chaud que la campagne à côté. Alors on peut regarder un petit peu, par exemple, la France entière. Alors là, on a des mesures depuis moins longtemps. Et donc, je trouve que cette figure est vraiment très intéressante. C'est quelque chose qui a été fait par Météo France. Donc vous avez les températures moyennes annuelles de la France, mais de manière régionale. Hein. Vous voyez que c'est très corrélé, c'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une année froide en Bretagne, eh ben, presque toujours, c'est aussi une année froide en Aquitaine ou en Alsace. Hein. Il y a vraiment une correspondance très forte. Et vous voyez qu'il y a quelques exceptions. Par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en 1921, donc c'est la 3e ligne, deuxième colonne, vous voyez que c'était une année qui a été plutôt plus chaude que la moyenne dans la moitié nord-ouest de la France, et puis plutôt plus froide que la moyenne dans la partie sud-est. Mais c'est vraiment l'exception. Généralement, il y a vraiment une très forte corrélation. Et donc vous voyez que là, en France, il n'y a absolument aucun doute. Depuis une trentaine d'années, hein, donc typiquement depuis la fin des années 80, il s'est vraiment passé quelque chose. Les années 90, 2000 et 2010 ont été vraiment plus chaudes que les années précédentes. Vous voyez qu'il y a une exception en l'année 2013 qu'on voit presque pas, parce que l'année 2013 qui est ici, on la voit presque pas parce qu'elle est dans la moyenne, donc elle est marquée à 0. Et vous voyez aussi que oups, là on voit pas très bien, mais en gros que les déviations, c'est entre moins 3 degrés et plus 1,5 degré. C'est ça un petit peu les ordres de grandeur. Donc quand on parle d'un réchauffement annoncé de 5 degrés, c'est vraiment considérable par rapport à la variabilité naturelle. Puis c'est aussi considérable par rapport à ce qui s'est passé au cours du dernier ou des 2000 dernières années. Alors là, c'est quand même un petit peu plus difficile parce que évidemment, donc des thermomètres, il en existe depuis, il y en a quelques-uns depuis 300 ans, il y en a beaucoup depuis une centaine d'années ou 150 ans, mais avant 1750, il n'y avait aucun thermomètre. Donc comment est-ce qu'on fait pour remonter à la température de l'an 1000 ou de l'an 1 ou encore avant? Les climatologues utilisent ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des indicateurs qui sont reliés d'une manière ou d'une autre à la température. Alors, un truc, si on se remonte pas trop loin dans le temps, on peut regarder les dates des vendanges, parce que les dates de vendanges sont vraiment très reliées à la température moyenne, typiquement entre le mois d'avril et le mois d'août. Et les dates de vendanges, c'est quelque chose qui est enregistré, qui a été noté au cours du temps. Et donc, on peut retrouver ces informations sur quand est-ce que le Beaujolais a été récolté. Et donc, on peut avoir des informations sur justement une information sur la température à cet endroit-là,
température moyenne à cet endroit-là, c'est cette époque-là. Bon, mais il y a d'autres méthodes. Et en particulier, on utilise beaucoup les cernes des arbres. Vous savez que donc dans les régions où les arbres ne manquent pas d'eau, donc il faut aller choisir l'arbre au bon endroit, et suivant la température, l'arbre il va pousser plus ou moins bien, et donc la taille des cernes va être reliée vraiment à la température, là aussi plutôt au printemps. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut faire. C'est compliqué, il y a des incertitudes qui sont bien sûr infiniment plus grandes que si on mesure avec un thermomètre. En plus, des endroits comme ça qui sont favorables, il n'y en a quand même pas beaucoup sur Terre. Et donc, pour avoir une mesure de la température de la Terre comme ça, c'est quand même... c'est compliqué, mais on fait le mieux possible. Et puis, il y a des climatologues qui essayent de faire ça. Et donc, la figure derrière moi, c'est les résultats d'un certain nombre d'analyses de ce type qui ont utilisé les informations disponibles pour remonter à la température de la Terre au cours des 2000 dernières années. Et vous voyez que si vous croyez à ces mesures, il semble vraiment que ce qui se passe récemment, là, sur les 100 dernières années, typiquement, c'est vraiment quelque chose qui sort de la variabilité naturelle. Il est vraiment en train de se passer quelque chose. Il semble qu'il se passe quelque chose. Donc il y a d'autres indications qu'il y a un changement climatique un peu curieux qui est en train de se passer. Donc la cryosphère, donc c'est tout ce qui concerne la neige et glace. Donc par exemple ici, je montre la figure de droite qui à mon avis est la plus spectaculaire. C'est l'extension de la banquise arctique, typiquement à la fin de l'été. Vous voyez que donc cette extension, c'est quelque chose qui se compte en millions de kilomètres carrés. C'est quelque chose qui a fortement décru depuis typiquement les années 60. C'est quelque chose qui se mesure assez bien, en particulier depuis qu'on a des satellites. On arrive très bien à voir l'extension de la banquise et donc on arrive très bien à voir qu'il se passe vraiment quelque chose. Une autre chose qui est vraiment spectaculaire, c'est le niveau des mers. Vous voyez que ça, donc, ce sont différentes reconstructions du niveau des mers sur les derniers 110 ans. Donc ce niveau des mers augmente avec une vitesse qui est de l'ordre de 2 à 3 mm par an. En gros, au début du siècle, on était à 2 mm par an, et puis aujourd'hui, on est plutôt à 3 mm par an, voire un peu plus que ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend très bien, qui est relié en fait à l'augmentation de la température de deux manières différentes. D'une part, la température des océans se réchauffe, tout doucement, mais se réchauffe quand même. Et en fait, vous savez peut-être que de l'eau chaude prend plus de place que de l'eau froide. Et donc simplement, puisque l'eau est un petit peu plus chaude, elle prend un peu plus de place, et par conséquent, elle s'élève un peu. Donc ça, c'est un effet direct. Et puis d'autre part, il y a la fonte d'un certain nombre de glaciers, et puis la fonte du Groenland, qui là aussi est quelque chose qui est indubitable. Alors je ne sais pas si vous avez fait cette observation directement, mais personnellement, je fais beaucoup ma passion, c'est la montagne. Donc je vais très fréquemment en montagne, et je vois bien que les glaciers, en particulier autour de Chamonix, sont vraiment en train de reculer très rapidement. Et même la mer de glace, où j'aime bien aller, perd 2 mètres d'épaisseur chaque année quand même. Donc c'est énorme. Il est vraiment en train de se passer quelque chose sur la cryosphère. Et puis le cycle de l'eau, alors là c'est moins clair. La question c'est de savoir est-ce qu'il y a plutôt plus de précipitations ou plutôt moins de précipitations qu'aujourd'hui. C'est pas clair. Alors vous voyez, qu'est-ce que dit le rapport du GIEC, justement le résumé pour les décideurs, dit qu'en fait, c'est compliqué parce que les relevés sont incomplets et que les tendances sont variables et pas vraiment significatives. Donc il semble que les précipitations ont augmenté sur les moyennes latitudes de l'hémisphère nord, mais c'est pas très fiable avant 1950, et puis c'est moyennement fiable après. Donc vous voyez que tout ce que je vous ai dit sur la présent, là il y avait vraiment un bon niveau de confiance. Sur les précipitations, on dit bien qu'on a l'impression de voir quelque chose uniquement dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord, et encore dans ces régions-là, on n'est pas très sûr de nous. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a du changement climatique. Et la première chose qui est importante d'insister, c'est que du changement climatique, la Terre n'a pas attendu qui est l'homme
pour avoir des changements climatiques. Et le meilleur exemple, c'est que là, sur la figure que j'ai derrière moi, à gauche, vous avez la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Alors la Terre, une fois qu'on a retiré tous les nuages, hein, donc vous voyez bien les océans. Vous avez sur la partie droite l'Europe, sur la partie gauche, vous avez l'Amérique du Nord. Au centre, là, enfin au centre en haut, vous avez le Groenland. Et puis vous voyez un peu la banquise. Donc ça, c'est vraiment une image à la fin de l'été. Donc il y a un petit peu de banquise autour du pôle Nord. Et puis, sur l'image de droite, vous avez la même chose au moment d'une période glaciaire. Alors là, c'est le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. 20 000 ans, c'est pas si loin que ça, hein. Il y avait la grotte de Lascaux, typiquement, c'est ça, quoi, hein. C'est cette période-là. Donc, il y a 20 000 ans, le climat était vraiment plus froid qu'aujourd'hui, hein, typiquement 5 degrés en moyenne sur la Terre, plus froid qu'aujourd'hui. Et vous voyez que simplement ces 5 degrés plus froids, ça a donné une Terre qui ressemble quand même pas beaucoup à celle qu'on a aujourd'hui. Typiquement, sur ce qui est le Canada aujourd'hui, il y avait 3 km de glace, une calotte de glace, un peu la même chose qu'il y a sur le Groenland aujourd'hui, sur le Canada, et puis aussi sur le nord de l'Europe, et puis aussi les Alpes. En fait, les Alpes, c'était un gros glacier, en fait, hein, avec des glaciers qui coulaient typiquement jusqu'à Lyon. Donc voilà, il y a 20 000 ans, il y avait un climat qui était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, et évidemment, c'était pas lié à l'activité humaine. Ah oui, j'ai oublié de dire que quand il y a 20 000 ans, le niveau des mers était 110 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Pourquoi 110 mètres ? Pas simplement parce que toute l'eau qui était dans les glaciers sur le Canada, sur le Groenland, l'Islande et compagnie, c'était autant qui n'était pas dans la mer. Et donc le niveau des mers était plus bas qu'aujourd'hui. Tout ça, on en est absolument sûr, hein. Il n'y a absolument aucun doute sur ce que je suis en train de vous raconter. Alors pourquoi le climat varie ? En fait, ça dépend un petit peu de quelles échelles de temps on travaille. En fait, quand je vous ai montré là, il y a 20 000 ans, qu'est-ce qui a fait les cycles glaciaires, interglaciaires ? Donc, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'une période chaude à une période froide, à une période chaude à une période froide ? Ça, c'est quelque chose qui est bien compris. C'est lié à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Vous savez peut-être que l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est pas exactement un cercle, hein, c'est une légère ellipse. C'est-à-dire qu'en gros, au milieu de l'hiver, on est 2% plus près du Soleil qu'en moyenne, et donc en été on est 2% plus éloigné du Soleil. Et puis d'autre part, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même est légèrement incliné par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. C'est ça qui fait les saisons. Mais ça aussi, cet angle, il varie un petit peu. Donc tout ça fait que ça donne que l'ensoleillement est un peu différent en amplitude, mais aussi en phase. Donc, à quel moment il y a le maximum d'éclairement et le minimum d'éclairement, ça change un petit peu. Et donc, c'est ça qui va conduire à des climats qui sont différents parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes amplificateurs de ce forçage initial. Bon, ça, donc, je dis bien ça existe, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, hein. Si on est en train de parler, si on s'intéresse à une échelle de temps qui est de l'ordre de 100 ans ou de l'ordre de 1000 ans, là, l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est quelque chose qui varie très très peu, donc ça ne peut pas expliquer les changements qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Alors il y a d'autres phénomènes, il y a de la variabilité interne. Donc je suis sûr que vous avez entendu parler d'El Niño. El Niño, donc c'est un phénomène climatique d'interaction entre l'océan et l'atmosphère qui fait que quelquefois il y a la Terre qui a une certaine circulation qui conduit à être un petit peu plus chaude, et puis il y a des moments où la circulation est inversée et du coup c'est un peu plus froid. Donc c'est ce qu'on appelle la variabilité interne. C'est simplement parce que le climat c'est du chaos. Enfin il y a du chaos. Et du coup, d'une année sur l'autre, ça varie un peu. C'est comme la météo, hein, c'est la météo à plus grande échelle. Un autre forçage, c'est l'activité volcanique. En fait, quelquefois, il y a des très grosses éruptions volcaniques qui injectent des poussières très haut dans l'atmosphère. Donc très haut, ça veut dire au-dessus de 15 km. Et donc les poussières qui sont injectées au-dessus de 15 km, elles vont rester pendant très longtemps dans l'atmosphère. Et elles ont tendance à renvoyer une partie des rayons du Soleil vers l'espace. Et par conséquent, ça joue un peu un effet de parasol. Et donc ça conduit à refroidir l'atmosphère. Alors la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1991. Il y a eu un gros volcan en Indonésie qui a explosé, qui s'appelait le Pinatubo. Et donc ça a conduit à refroidir la Terre de typiquement quelques dixièmes de degrés pendant 1 à 2 ans.
Et donc ça, c'est très bien observé. Et donc c'est des choses qui se sont passées au cours du temps. Alors en fait, en ce moment, depuis une vingtaine d'années, c'est assez stable. On a peu d'activités volcaniques de ce type-là, hein, les grosses éruptions volcaniques. Mais il y a eu des périodes dans le passé où, de manière un peu aléatoire, il y a eu plusieurs éruptions à la suite qui ont conduit à refroidir le climat. Et puis il y a aussi eu beaucoup plus grosses explosions que le Pinatubo. L'activité solaire, bien sûr, c'est aussi un moteur du changement climatique. Sur la courbe là, qui est devant l'activité solaire, on montre un petit peu les mesures d'irradiance solaire qui sont faites par satellite. Donc vous voyez qu'il y a des variations, en particulier il y a un cycle de 11 ans. Mais ces variations ont une amplitude qui sont assez limitées. Et puis ensuite, il y a évidemment les facteurs anthropiques, hein, c'est de ceux-là dont on va pas mal parler, c'est-à-dire liés à la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le forçage des humains. Alors, donc maintenant, je vais parler un petit peu de ça. Activité humaine et dioxyde de carbone. Là, ce que vous avez sur cette figure, c'est donc une courbe qui montre la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère sur les 450 000 dernières années. 450 000 dernières années. Donc vous voyez qu'il y a bien ces alternances de valeurs assez fortes, une valeur assez faible, valeur assez forte, valeur assez faible. Et puis en fait, tout à l'heure je vous ai parlé du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, et ben ça correspond au dernier minimum, là la partie la plus à droite de la courbe, où il y a une valeur qui est très faible, qui est autour de 170 ppm. Et puis en fait, je reviens en arrière. Donc comment est-ce qu'on sait quelle était la concentration en dioxyde de carbone au cours du temps? Et ben ça c'est fait à partir des carottes de glace. En fait, il y a des gens, en particulier des gens de mon laboratoire, qui sont allés au Groenland et en Antarctique pour forer de la glace, pour sortir de la glace qui s'est accumulée au cours du temps. Et en fait, la glace a piégé lorsqu'elle s'est déposée, ou plutôt que lorsque la neige s'est transformée en glace, elle a piégé des petites bulles d'air. Et en fait, ça contient suffisamment d'air pour faire une analyse très précise de la composition. Et par conséquent, on a une information sur la composition de l'atmosphère sur typiquement le dernier million d'années. Et puis vous voyez qu'en fait, en rouge, c'est ce qui s'est passé sur les derniers 200 ans, typiquement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 400 parties par million. Donc on est complètement sorti de la variabilité naturelle. Pourquoi on a cette augmentation? C'est bien connu. Il y a deux raisons principales. D'une part, le fait qu'on brûle du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Donc ça met un certain nombre une quantité de carbone, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et puis d'autre part, il y a de la déforestation, donc quelque chose qui a commencé bien avant l'utilisation du charbon. Quand vous coupez une forêt pour mettre un champ de maïs ou un champ de chosa à la place, évidemment, vous brûlez la forêt et ça met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc en fait, ce que vous avez sur la courbe du bas à gauche, ce sont les mesures des concentrations de dioxyde de carbone qui sont faites dans l'atmosphère à plusieurs endroits dans le monde. J'ai montré ça parce que ce sont des mesures qui sont faites dans mon laboratoire. Et donc on voit très bien cette concentration qui augmente au cours du temps, hein, de manière assez régulière, mais quand même avec ces oscillations. Enfin, ces oscillations qu'on observe dans l'hémisphère nord, mais pas dans l'hémisphère sud. Et à quoi sont dues ces oscillations? Simplement qu'au printemps et en été, la végétation absorbe une certaine quantité de dioxyde de carbone, ce qui conduit à ce que la concentration dans l'atmosphère diminue. Et puis au contraire, pendant l'hiver, la végétation respire, et donc met un certain nombre de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et donc on a une augmentation des concentrations. Donc les activités humaines, qui sont, donc je l'ai dit, majoritairement le fait de brûler du combustible fossile. Le combustible fossile, c'est charbon, pétrole, gaz. Et puis un petit peu la déforestation. Ça veut dire que chaque année, on injecte dans l'atmosphère 10 milliards de tonnes de carbone. Alors 10 milliards de tonnes de carbone, ça fait à peu près, pas exactement, mais à peu près 40 milliards de tonnes de CO2. C'est-à-dire que le CO2 pèse 4 fois plus lourd que le carbone. Donc moi, généralement, je parle en carbone, mais il y a des gens qui parlent en CO2. Mais voilà, le chiffre à retenir, c'est chaque année 10 milliards de tonnes de carbone, donc typiquement un peu plus d'une tonne par habitant. Alors évidemment, ça va avoir un impact sur l'effet de serre. Donc là aussi, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Je vais pas essayer de vous expliquer dans le détail l'effet de serre, parce qu'en fait, j'ai souvent essayé, je suis arrivé à la conclusion que c'est pas possible de le faire en moins d'un quart d'heure si on veut être vraiment exact.
Simplement, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet de serre est généré par le fait que l'atmosphère est complètement ou presque complètement transparente aux rayons du soleil. Et par contre, l'atmosphère est relativement, pas totalement, mais relativement opaque aux rayons infrarouges par laquelle la Terre se refroidit. Et donc, cet effet de serre est généré par seulement certains gaz. Vous savez certainement que l'atmosphère, c'est essentiellement de l'azote et de l'oxygène. À 99%, c'est de l'azote et de l'oxygène. Mais ces deux gaz n'ont absolument aucun impact sur l'effet de serre. Ils sont complètement transparents au rayonnement infrarouge, ou presque complètement transparents au rayonnement infrarouge. Donc c'est seulement le petit pourcent d'atmosphère, qui est donc la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane, par exemple, qui sont des molécules avec trois atomes. Donc c'est ça qui font qu'ils ont des propriétés d'absorption de l'infrarouge particulières. Et donc c'est ceux-là qui vont absorber une partie du rayonnement infrarouge. Donc j'insiste sur le fait que l'effet de serre, c'est quelque chose qui est parfaitement compris, parfaitement quantifié. C'est-à-dire qu'on comprend exactement ce qui se passe et on peut le vérifier. C'est-à-dire qu'on peut vérifier depuis un satellite, de regarder un petit peu quel est le rayonnement infrarouge qui sort de la Terre. Et ça correspond parfaitement à la modélisation. Donc là, sur l'existence de l'effet de serre et sa quantification, il n'y a aucun doute. Donc quand je vois des gens qui disent, des climato-sceptiques, qui disent que l'effet de serre, de toute façon, il est saturé et donc on peut rajouter autant de dioxyde de carbone qu'on veut dans l'atmosphère, ça n'aura aucun impact, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est une méconnaissance vraiment de tout ce qui est fait sur le domaine. Donc l'effet de serre, il y a des incertitudes sur le changement climatique, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, mais ils ne sont certainement pas liés à la physique de l'effet de serre, qui est un processus qui est parfaitement compris. Donc les émissions de CO2, d'où est-ce que ça vient? Donc je vous ai dit, en gros, c'est la déforestation, le charbon, le pétrole, le gaz et le ciment. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder cette courbe qui montre un petit peu, donc en fonction des années, vous voyez que ça commence en 1860 à peu près, et puis jusqu'à maintenant. Vous voyez qu'en 1860, on mettait à peu près 3 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Cette fois, c'est pas du carbone, c'est du dioxyde de carbone chaque année. Mais c'était essentiellement lié à la déforestation. Il y avait un petit peu de charbon, mais c'était surtout de la déforestation. Et puis en 1920, vous voyez que c'était à peu près autant la déforestation et le charbon. Puis en 1920, on a découvert le pétrole. Et alors là, on a commencé à exploiter du pétrole, à en brûler de plus en plus, mais sans diminuer la quantité de charbon qu'on consommait. Et puis, donc le pétrole s'est rajouté sur le charbon. Et puis, dans les années 50, en fait, le gaz s'est rajouté aussi sur le charbon et le pétrole. Il y a juste là, maintenant, il y a la déforestation qui a un petit peu diminué. Par contre, vous voyez que la consommation de charbon, qui en France ressemble à une énergie du passé, on a l'impression que charbon, plus personne n'utilise du charbon aujourd'hui. Mais c'est pas complètement, mais c'est presque vrai pour la France, mais c'est pas du tout vrai au niveau mondial. Et y compris chez des voisins, nos amis allemands utilisent encore beaucoup de charbon, les Américains utilisent énormément de charbon, et ne parlons pas des Chinois qui utilisent des quantités phénoménales de charbon. Donc en fait, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, le responsable principal, c'est le fuel principal, c'est le charbon, et ensuite c'est le pétrole, et ensuite c'est le gaz. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous voyez aussi, la chose qui est importante, c'est que tout se rajoute, tous les combustibles fossiles se sont rajoutés. Ils ne sont pas venus à la place d'un autre. L'autre chose qu'il faut savoir, mais peut-être que je vais avancer un tout petit peu en montrant juste sur cette figure-là, c'est que donc, je vous ai dit, à peu près, chaque année, on met à peu près 10 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère, un peu plus de 8 qui sont des combustibles fossiles et à peu près 1 qui est lié à la déforestation. Mais en fait, il n'y en a que la moitié qui reste dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on observe, c'est quelque chose qui est parfaitement mesuré. Enfin, on sait
relativement précisément quelle est la quantité de combustibles fossiles qu'on brûle chaque année. Vous voyez que là, il y a marqué 8,3 plus ou moins 0,4. C'était des milliards de tonnes. Donc une incertitude, mais qui reste faible par rapport au chiffre total. Et ce qui va dans l'atmosphère, on le mesure parfaitement, parce qu'il suffit de mesurer la concentration à un endroit donné et puis de multiplier typiquement par la masse de l'atmosphère, et puis on sait ça. Et on voit que ce n'est que la moitié. Ce qui s'accumule dans l'atmosphère, c'est que la moitié. Et donc après, en faisant des études un petit peu plus poussées, on peut aller voir quelle est la partie qui va dans l'océan, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement bien mesuré. On observe l'augmentation du carbone dans l'océan. Donc on est capable de calculer que typiquement, il y en a à peu près un quart qui va dans l'océan. Et puis par différence, simplement on dit il y en a un qui part, il y en a un demi qui est dans l'atmosphère, un quart qui est dans l'océan. Donc il y en a un quart qui va dans la végétation aussi. Donc ça, c'est des chiffres alors qui varient d'une année sur l'autre. C'est ce que je montrais, j'ai pas trop le temps, mais cette figure là montrait justement comment ça varie d'une année sur l'autre. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la nature nous aide. C'est-à-dire que l'océan est vraiment une grosse poubelle, c'est-à-dire qu'elle absorbe une bonne partie du dioxyde du carbone. Et puis la végétation, c'est un petit peu différent. C'est qu'aujourd'hui, la végétation, elle trouve que le changement climatique et surtout l'augmentation du carbone dans l'atmosphère, c'est plutôt bien, parce qu'il y a plus à bouffer, Et donc la végétation grossit un petit peu grâce justement au fait qu'il y ait plus de carbone dans l'atmosphère. La question, c'est ça. Autant, alors, sur l'océan, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? L'océan, on pense que ça va continuer à être une grosse poubelle et donc ça va continuer à absorber une partie du carbone qu'on met dans l'atmosphère. Par contre, la végétation, c'est pas clair et donc c'est une grosse incertitude. C'est que est-ce que la végétation va continuer à se dire à trouver que ce qui se passe actuellement, c'est plutôt bon pour elle, ou est-ce que le changement climatique va faire que la végétation va plus être adaptée au climat qui va changer et donc va, au lieu de rester un puits de carbone, va devenir une source. Donc je vous ai montré, voilà. Donc ce qui est quand même important de retenir, c'est que pour ce qui est du CO2, on est complètement sorti des variations naturelles. Vous voyez que les variations naturelles sur les 450 000 dernières années, c'était des concentrations qui étaient typiquement entre 170 et 280. Voilà, c'était un peu les valeurs minimax qu'on avait observées sur les derniers 450 000 ans. Et puis aujourd'hui, on est passé, on augmente très très vite. Et là, aujourd'hui, on a dépassé 400. Donc les unités, c'est des parties par million ppm. Ça veut dire que si vous prenez un volume dans lequel il y a 1 million de molécules d'air, eh ben, il y en a 400 qui sont des molécules de dioxyde de carbone. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais répondre aux questions si besoin, mais j'insiste sur le fait qu'il y a d'autres gaz à effet de serre. Et les deux autres gaz à effet de serre qui sont les plus importants, ce sont le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont aussi liés aux activités humaines. Le méthane, c'est essentiellement tout ce qui est ruminant et tout ce qui est culture de type rizière. Et le protoxyde d'azote, c'est essentiellement tout ce qui est les engrais qui conduit à mettre de ces trucs-là dans l'atmosphère. Et en fait, leur concentration, c'est ce qui est montré sur les courbes qui sont à gauche. Vous voyez qu'elles ont aussi augmenté extrêmement rapidement sur les 100 dernières années. Donc là, c'est des courbes qui sont sur 10 000 ans. Donc là aussi, à partir des carottes de glace. Et vous voyez que sur les 100 dernières années, là, on a complètement changé la concentration de ces gaz-là dans l'atmosphère. Donc, le bilan. Alors, comment ça marche un petit peu très très grossièrement? C'est quoi le bilan radiatif de la Terre? Le bilan radiatif de la Terre, c'est la différence entre l'énergie qui rentre sur l'énergie qui sort. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Terre, c'est quand même quelque chose qui est isolé dans l'espace. Donc, les échanges d'énergie avec l'extérieur ne se font pas sous forme de matière, mais uniquement sous forme de rayonnement, de lumière en gros. Donc en fait, l'énergie qui arrive, c'est le rayonnement du Soleil, la figure que j'ai montrée là. Alors le truc, c'est qu'il y en a une partie qui ne chauffe pas vraiment la Terre. Vous savez qu'il y a des nuages, il y a de la neige qui réfléchit une partie des rayons du Soleil directement vers l'espace. Et donc ça, c'est autant d'énergie qui ne sert pas à chauffer le système. Typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 30%. Il y a 30% du rayonnement du Soleil qui arrive au sommet de l'atmosphère, qui est renvoyé vers l'espace et donc qui ne conduit pas à chauffer la Terre. Et ensuite, donc la Terre va se refroidir
en émettant un peu la même chose. C'est aussi de la lumière, simplement c'est une lumière un petit peu différente dans le sens où la longueur d'onde n'est pas la même et par conséquent elle n'est pas visible, mais sinon c'est la même chose. Donc c'est du rayonnement infrarouge. La longueur d'onde est typiquement entre 4 et 100 microns. Et voilà. Et donc ça part un petit peu dans toutes les directions et donc ça conduit à refroidir. Et ce qui est important, c'est que en fait les activités humaines. Donc vous avez entendu parler de l'effet de serre. Donc l'effet de serre, il va conduire à modifier un petit peu les flèches que j'ai mis en marron là. Il va conduire éventuellement à diminuer un petit peu l'amplitude de ces flèches-là. Mais il va aussi modifier une partie du rayonnement solaire qui est réfléchi. Donc l'effet de serre, c'est les flèches marron. Mais je vais essayer de vous expliquer qu'il y a d'autres impacts de l'homme sur le climat en changeant les flèches que j'ai mis en bariolé. Et alors là, ma planche la plus compliquée de tout mon exposé, et c'est pas très grave si vous la comprenez pas, mais j'ai quand même envie d'essayer de l'introduire, c'est le concept de forçage radiatif. Qu'est-ce que c'est que le forçage radiatif pour le GIEC? C'est pour essayer de mettre un chiffre en face de la perturbation humaine. Et on a envie de comparer différentes perturbations, donc l'effet de serre, mais aussi, vous allez voir, l'effet sur les nuages, l'effet d'albédo de surface. Donc on a envie de pouvoir les comparer. Et donc on a bien besoin d'introduire un concept. C'est le concept du forçage radiatif. Et donc c'est comment les échanges radiatifs de lumière au sommet de l'atmosphère sont modifiés lorsqu'on change quelque chose dans l'atmosphère en supposant que rien d'autre ne change. Donc rien d'autre ne change, ça veut dire en particulier si on suppose que la température ne change pas, que les nuages ne changent pas et choses comme ça. Donc l'effet de serre, c'est assez clair. Donc là, ça passe forcément par des calculs. C'est pas quelque chose qui est directement observé parce que c'est impossible d'observer quelque chose en changeant simplement une variable en supposant avec toutes les autres qui sont fixes. Donc ça résulte de calcul. Et donc on va faire le calcul, par exemple, on suppose qu'il y a un certain profil de température, et puis on change la concentration de gaz à effet de serre, et on regarde comment ça change le rayonnement infrarouge au sommet de l'atmosphère. Et puis on peut faire la même chose pour, on va mettre, donc on part d'une certaine atmosphère, et puis on va mettre des particules, des aérosols, là, les trucs par exemple qui sont émis par les éruptions volcaniques, et puis on va calculer de comment ça change, de combien ça change le rayonnement solaire qui est renvoyé dans l'espace, et donc qu'est-ce que ça change sur le bilan radiatif au sommet de l'atmosphère. Voilà, c'est ça le concept de forçage radiatif qu'on utilise. Alors, donc le volcanisme, donc quand je vous ai tout à l'heure, je l'ai un peu introduit, je vous ai raconté que, par exemple, le Pinatubo, il y a une photo de l'éruption du Pinatubo derrière moi, ça a mis des quantités phénoménales de particules dans la haute atmosphère. Et puis, donc, ça a conduit à renvoyer une partie du rayonnement solaire vers l'espace et donc à refroidir le climat. Et donc, vous voyez qu'au cours du temps, c'est sur la figure qui est en bas à droite, c'est une figure qui montre depuis 1750 les différentes éruptions volcaniques qui ont eu lieu dans l'atmosphère. Et donc, en gros, ça mesure la quantité de particules qui étaient dans l'atmosphère induites par ces différentes éruptions volcaniques. Et vous voyez que finalement, le XXe siècle a été relativement calme par rapport au XIXe siècle, où il y a eu un paquet de très très grosses éruptions qu'on n'a pas observées, qu'on n'a pas eu de la même manière au XXe siècle. Le Soleil, c'est aussi quelque chose qui est très bien observé, en tout cas depuis les 30 dernières années. C'est plus compliqué avant, parce qu'il y a une partie du rayonnement solaire qui est absorbée dans l'atmosphère. Et donc, pour vraiment faire une mesure extrêmement précise, il faut sortir de l'atmosphère, donc il faut avoir des satellites. Mais donc, depuis typiquement le début des années 80, on a ces mesures. Et donc, ce que ces mesures montrent, c'est que l'amplitude, que le rayonnement du Soleil, enfin la quantité d'énergie qui arrive au sommet de l'atmosphère, varie un petit peu au cours des années, mais cette variation il y a un cycle de 11 ans, mais l'amplitude du cycle de 11 ans est de moins de 1 pour 1000. Donc, a priori, ce sont des variations qui existent, qu'il faut prendre en compte, mais qui restent très faibles. Modification des surfaces
je voulais un tout petit peu introduire là aussi tout à l'heure. En fait, quand on coupe une forêt pour mettre un champ de quelque chose à la place, soit une prairie pour faire brouter des animaux, soit pour planter un champ de soja, par exemple, eh ben, ça va, d'une part, ça met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça, je vous l'ai déjà dit clairement, mais aussi ça change l'albédo de la surface. L'albédo, en fait, c'est la capacité de la surface à renvoyer une partie des rayons du soleil vers le haut, donc vers l'espace, donc refroidir. Et en fait, une forêt, c'est plus sombre qu'un champ cultivé. Donc en fait, quand vous coupez une forêt, vous brûlez une forêt pour mettre de l'agriculture à la place, eh ben donc ça met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc ça a plutôt tendance à augmenter les effets de serre, donc à réchauffer, mais en même temps, ça augmente l'albédo, qui est plutôt un effet refroidissant. Et en fait, le fait de changer les surfaces, en fait, surtout la modification des surfaces, c'est essentiellement de la déforestation. C'est quelque chose qui avait déjà eu lieu en Europe en 1750 et puis aussi en Inde, comme vous voyez sur la figure en haut à droite. Mais voilà, donc toute la déforestation qu'on avait fait en Europe dès l'an 1000, en fait, typiquement, c'est vers ces époques-là que la France a été déforestée pour mettre de l'agriculture à la place. Mais ensuite, cette même déforestation a eu lieu plus tard aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose autour de 1900. Et puis encore plus, et puis dans les tropiques, c'est plutôt quelque chose qui s'est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les aérosols, alors ça, vous avez très certainement entendu parler de ces particules fines qui sont très mauvaises pour la santé, qui sont émises par exemple par les diesels. Donc c'est vrai que les activités humaines mettent, en plus de mettre du dioxyde de carbone et d'autres gaz dans l'atmosphère, mettent aussi des particules qui ont un petit peu le même impact que celles des volcans dont je vous ai parlé. La différence, c'est que ces particules sont émises beaucoup moins haut. Du coup, leur temps de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus faible. Elles restent dans l'atmosphère typiquement une semaine ou 15 jours. Mais sinon, elles ont le même effet de renvoyer une partie des rayons du soleil dans l'atmosphère et donc avoir un effet refroidissant. Alors, ceci dit, là, je simplifie un peu à l'extrême. Les aérosols, c'est vraiment très compliqué. Et c'est là qu'il y a la principale source d'incertitude sur quel est l'impact de l'homme sur le climat aujourd'hui. Parce que autant je vous ai dit et martelé que l'effet de serre, c'était quelque chose qui était parfaitement compris, autant l'impact des aérosols, parce que les aérosols sont très variables, d'une part dans leur distribution spatiale, et puis d'autre part dans leurs caractéristiques chimiques, que leur impact sur le climat, eh ben, on a vraiment du mal à mettre un chiffre en face. Et donc, un des travaux du GIEC, c'est d'essayer de compiler un petit peu tous ces effets. Donc les différentes perturbations de l'homme sur le climat. Je vous ai dit, on essaie de mettre des chiffres en face. C'est des fameux chiffres de forçage radiatif. Et donc vous voyez que, en gros, ce que les barres du haut, ce sont les gaz à effet de serre. Donc d'abord le CO2, mais aussi le méthane et puis le protoxyde d'azote. Donc c'est cette grosse barre rouge. Donc c'est un effet qui est réchauffant. Et vous voyez qu'il y a une barre d'incertitude. Disons qu'on on connaît pas le chiffre exactement, donc on essaye de mettre un petit peu la gamme de plausibilité de ça. Et puis, donc, il y a d'autres impacts, comme par exemple, j'en ai pas parlé, mais le fait que les traînées que vous voyez derrière les avions, et ben ça aussi, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le climat, mais vous voyez que la barre est toute petite en comparaison. Donc, on a étudié et puis on a essayé de mettre un chiffre en face. Mais vous voyez que les deux barres bleues qui sont vers le bas de la courbe, c'est de l'impact des aérosols. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a deux types d'impact des aérosols. Donc, vous voyez que ce sont des barres bleues, donc ce sont des effets refroidissants qui sont importants. Hein. Si vous mettez les deux barres bleues ensemble, vous voyez que c'est à peu près, c'est du même ordre. C'est plus faible, mais c'est quand même du même ordre de grandeur que l'impact des gaz à effet de serre. Mais vous voyez aussi qu'il y a des barres d'incertitude qui sont extrêmement grandes, hein, qui valent pratiquement 100%. Et donc, ça montre bien que cet effet-là, on sait qu'il existe. On est pratiquement certain que c'est un effet refroidissant. Mais est-ce qu'il vaut quelques dixièmes de watts par mètre carré ou est-ce qu'il vaut 2 watts par mètre carré? Eh bien, on n'est pas très sûr. Donc ça, on le met bien. Allez, j'avance un petit peu. Vitesse d'éclat. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Donc, je vous ai montré un petit peu que le climat, il y avait quand même un certain nombre de choses qu'on comprend et comment on rajoute de l'énergie dans le système. C'est quelque chose qui est relativement bien compris. J'ai insisté sur le fait qu'il y avait des incertitudes sur les aérosols, mais j'ai insisté aussi sur le fait que l'effet de serre, c'était quelque chose qui est bien compris. Et donc finalement, on rajoute de l'énergie dans le système. Et a priori, si on rajoute de l'énergie dans le système, ça doit se réchauffer avec une certaine sensibilité du climat.
Donc ça, donc si rien ne changeait, si rien d'autre ne changeait, qu'on se contentait de rajouter des aérosols dans l'atmosphère et des gaz à effet de serre, on serait capable de calculer quelle est l'amplitude du changement climatique de manière assez précise. Assez précise, ça veut dire typiquement plus ou moins 20% ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que si vous commencez à changer le climat, à réchauffer le climat, eh ben, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses en particulier, il va y avoir les nuages vont changer. Est-ce que vous allez avoir, dans un climat plus chaud, est-ce que vous allez avoir plus de nuages ou plutôt moins de nuages? Il y a des gens qui vont dire, bah oui, s'il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation, donc il y a plus de nuages. Ou alors il y a des gens qui disent, bah non, s'il fait plus chaud, il y a moins de nuages. Et en fait, voilà, il n'y a pas une réponse simple. Et évidemment, s'il y a plus de si vous augmentez les nuages, et en particulier les nuages bas, eh ben, ça va conduire, il va y avoir beaucoup plus du rayonnement solaire qui va repartir vers l'espace, et donc ça va refroidir le climat. Donc peut-être que là, les nuages vont avoir un effet stabilisateur. Ou peut-être que c'est le contraire. Peut-être que l'effet, il va y avoir un impact sur les nuages qui va être amplifiant. Alors évidemment, donc ça, il n'y a pas de réponse simple. C'est-à-dire que autant, là, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, on peut faire des petits calculs avec des modèles relativement simples et puis arriver à ces chiffres-là. Autant sur les nuages, par exemple, mais il y a d'autres effets, c'est pas possible de le faire de manière simple. Et donc, en fait, c'est un peu ce qui va se passer là, c'est ce qu'on appelle les rétroactions. Les rétroactions, c'est comment est-ce que le système, une fois qu'il est perturbé, eh ben, il va réagir dans un sens ou dans l'autre, et du coup, il va éventuellement renforcer ou au contraire stabiliser le système. C'est-à-dire que, donc, je vous ai donné l'exemple des nuages. Si les nuages changent d'une certaine manière, peut-être que ça va refroidir le climat, donc ça va le stabiliser, ou au contraire, ça pourrait l'amplifier. Et donc finalement, le résultat final de combien est-ce que la Terre va se réchauffer si on rajoute une certaine quantité de gaz à effet de serre, pour avoir le résultat final, c'est d'une part lié à la sensibilité du climat, et puis d'autre part lié à l'amplitude de ces fameuses rétroactions. Donc il y a une rétroaction. Donc les incertitudes, elles sont surtout là. Il y a une rétroaction qui est parfaitement comprise et qui est donc bien sûr dans tous les modèles de climat. C'est la rétroaction vapeur d'eau. C'est lié au fait que l'atmosphère est capable de contenir une quantité de vapeur d'eau qui dépend de sa température. C'est-à-dire que quand il fait plus chaud, quand l'air est plus chaud, vous pouvez mettre plus de vapeur d'eau dedans. En fait, il y a de l'évaporation et ça peut contenir plus de vapeur d'eau. Et vous savez tous que la vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre. Donc en fait, si le climat se réchauffe, il va y avoir plus d'eau dans l'atmosphère et donc ça va renforcer encore l'effet de serre. Donc ça, c'est une rétroaction positive, très forte, parfaitement comprise et donc qui est dans tous les modèles. Une autre rétroaction positive, c'est la rétroaction neige-albédo, c'est-à-dire que dans un climat plus chaud, c'est raisonnable de penser, et en fait on l'observe déjà, qu'il va y avoir moins de neige. Or, la neige a tendance à renvoyer vers l'espace une partie des rayons du soleil. Donc si vous mettez moins de neige, ça va absorber plus de rayonnement solaire, et donc là aussi, ça va conduire à réchauffer encore plus. Donc là, vous avez une autre rétroaction qui est positive, qui vient renforcer le premier effet. Donc ça, c'est moins bien, disons que c'est bien compris, mais c'est moins bien modélisé, il y a quand même plus d'incertitudes, puisqu'en fait, c'est pas si clair que ça, que dans un climat... Enfin, au premier ordre, il y a plutôt moins de neige dans un climat plus chaud, mais c'est pas si clair que ça. Il peut y avoir, au contraire, dans les endroits où il fait déjà très très froid, si vous réchauffez un petit peu, vous allez plutôt pouvoir mettre plus de neige. Donc c'est quelque chose qui est moins bien compris que la rétroaction vapeur d'eau, mais qu'on arrive à faire des choses. Mais vraiment, la grosse incertitude, c'est la rétroaction des nuages. Donc je vous ai dit, en fait, les nuages, j'ai parlé de l'effet réfléchissant qui renvoie une partie du rayonnement vers l'espace. Mais en fait, il y a aussi les nuages ont aussi un effet de serre. Vous le savez tous. Vous savez tous que le matin, si la nuit a été claire, il fait froid le matin. Si au contraire la nuit a été nuageuse, souvent il fait pas si froid que ça. C'est simplement lié à l'effet de serre, des nuages. Et donc dans un climat qui change, dans un climat plus chaud, est-ce qu'il va y avoir plus de nuages ou plutôt moins de nuages? Mais surtout, est-ce qu'il va y avoir plus de nuages hauts ou plus de nuages bas? Parce que le rapport entre l'effet de serre des nuages et l'effet parasol des nuages dépend de leur altitude. Ça, c'est pas clair. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas clair? C'est que si vous simulez le climat du futur
avec différents modèles. Vous savez peut-être que différents groupes dans le monde ont essayé de faire des modèles du climat. C'est un peu comme des modèles météo, mais on les fait tourner sur plus longtemps. Et ben, ces différents modèles vont avoir des réponses différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire moi je trouve beaucoup plus de nuages, et puis l'autre qui va dire bah non, moi je trouve un peu plus de nuages, mais pas beaucoup plus. Et du coup, ça veut dire que est-ce que, si vous me posez la question, est-ce que dans le futur il va y avoir plus de nuages, je suis obligé de dire je sais pas, parce que j'ai pas la même réponse si j'interroge modèle machin ou si j'interroge modèle truc. Donc la principale incertitude sur comment le climat va changer, quelle va être l'amplitude, l'ampleur du changement climatique dans le futur, c'est lié à ça, c'est lié à notre incapacité, disons qu'on n'arrive pas parfaitement à modéliser des nuages. Donc en fait, les processus, vous voyez que tout ça, en fait, c'est complexe. Et donc si on veut faire des projections climatiques, on a besoin de ces fameux modèles. J'ai un petit peu introduit le sujet. Alors qu'est-ce que c'est un modèle, en fait? On essaye de mettre en équation le climat. C'est-à-dire qu'on découpe la Terre en différentes couches d'épaisseur, et puis on met une espèce de grille. Donc typiquement, aujourd'hui, les modèles d'aujourd'hui sont capables de simuler le climat à des résolutions qui sont de l'ordre de 100 km, et puis qui découpent l'atmosphère sur une centaine de niveaux. Et puis ils connaissent la température, les vents, la concentration de vapeur d'eau, tout ça sur cette grille. Et puis il y a les équations qui sont des équations physiques, d'écoulement. Et puis il y a des équations qui essayent de modéliser l'apparition de nuages. Il y a de la chimie, tout ça. Donc voilà un petit peu les différents processus qui sont modélisés dans ces modèles. Donc typiquement dans les années 70, il y avait une atmosphère, il n'y avait pas de nuages, mais il y avait quand même la pluie pour essayer de réguler un petit peu la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et puis on regardait un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on change la composition de l'atmosphère. Donc ça, c'était dans les années 70. Dans les années 80, déjà, on a mis dans les modèles, on a mis des nuages, on a mis des terres avec éventuellement de la végétation qui a un albédo différent. On a mis de la glace, mais de la glace qui ne bouge pas. Et puis, dans les années 80, fin des années 80, on a mis des choses plus complexes. C'est ce qui est montré le phare là ici. Puis vous voyez qu'on a complexifié. Puis maintenant, on arrive même à mettre de la chimie. On prend en compte les processus, les réactions chimiques dans l'atmosphère. Donc c'est des choses qui sont toujours plus. On essaie de modéliser de manière toujours plus complexe le climat. Alors ensuite, on va essayer, donc avec ces modèles qui deviennent vraiment, qui prennent en compte énormément de processus et qui du coup deviennent complexes, on va essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors le problème, c'est que pour faire des projections climatiques de ce qui va se passer dans le futur, il faut déjà savoir quelle va être la concentration de gaz à effet de serre et d'autres gaz au cours du XXIe siècle, par exemple. Et ça, c'est pas complètement évident parce que vous savez certainement qu'il va y avoir une conférence à la fin de l'année à Paris. Et donc, est-ce que les États vont réussir à se mettre d'accord à limiter nos émissions de gaz à effet de serre, ou au contraire, il n'y aura pas d'accord? Et donc, dans un cas, on va avoir une concentration dans l'atmosphère qui va varier comme la courbe rouge, c'est-à-dire que ça va continuer à augmenter très rapidement. Ou au contraire, si on est très très optimiste, vous avez la courbe bleue, c'est-à-dire que les concentrations vont continuer à augmenter là dans les 10 prochaines années, et puis ça va se stabiliser, et puis éventuellement ça va même diminuer un petit peu dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc si vous êtes très 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 optimiste. Donc ça, on va donner ça en entrée des modèles, c'est-à-dire qu'on va dire au modèle, tiens, voilà la concentration de dioxyde de carbone, et évidemment, le climat ne va pas être le même si vous suivez la trajectoire rouge ou si vous suivez la trajectoire bleue. Donc on va faire plusieurs simulations, une simulation en suivant les différentes trajectoires de concentration de dioxyde de carbone. On dit à notre modèle, tiens, voilà, la concentration c'est celle-là, et le modèle va donc calculer l'effet de serre, va calculer la présence de nuages, va calculer les vents, va calculer la température, et on regarde un peu ce qui se passe. Et quand j'ai dit le modèle, en fait c'est les modèles, puisqu'il y a une quarantaine de modèles dans le monde qui sont capables de faire ce genre d'exercice, qui sont capables de participer à ces exercices qu'on dit des exercices d'intercomparaison. Et puis, on regarde un petit peu la gamme de ce que nous disent ces différents modèles. Et donc, on fait l'hypothèse qu'il y a parmi tous ces modèles, ça donne un petit peu la gamme d'incertitude. Alors, c'est une hypothèse qu'on peut considérer optimiste. Peut-être qu'il y a un processus on est tous passés à côté.
Et donc, finalement, la température, il va y avoir un mécanisme stabilisateur ou au contraire un mécanisme amplificateur que personne n'a vu. Et donc, ça va sortir de ça. Mais enfin, bon, voilà, ça, on fait le mieux possible. Et donc, la gamme d'incertitudes, eh ben, c'est la variabilité entre les 30 modèles ou les 40 modèles qui ont participé à cet exercice. Et donc, voilà un petit peu le résultat qui est montré là. Comment la température va augmenter au cours du XXIe siècle. Vous voyez que si on arrive à stabiliser le climat, eh ben, on va suivre la trajectoire bleue. Donc, on va avoir une augmentation des températures qui devrait être limitée en dessous de 2 degrés par rapport à l'actuel. Et puis, si au contraire, on suit la trajectoire rouge, eh ben, on va partir à des plus 4 ou plus 5 degrés à la fin du XXIe siècle. Donc, vraiment des trajectoires qui sont très différentes. Donc, vous voyez que quand même, donc si on dit, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer à la fin du XXIe siècle ? On peut vous dire, le GIEC vous dit que c'est entre 1 demi-degré et 6 degrés ou 5 degrés et demi. Mais en fait, ça, il y a une partie de l'incertitude qui est liée à notre méconnaissance du climat, des processus climatiques, mais il y a aussi une grosse part de l'incertitude qui est quelle va être la trajectoire du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors ça, c'est la température moyenne de la Terre, mais évidemment, il y a quand même des contrastes régionaux qui sont montrés ici. Alors en fait, à chaque fois, je vous montre à gauche le scénario très optimiste qui s'appelle le RCP 2.6, là, de limitation des concentrations dans l'atmosphère. Et puis, à droite, c'est le scénario pessimiste où on continue à brûler tout le charbon qui est disponible, tout le pétrole qui est disponible, et surtout le plus vite possible, parce que tout ce qu'on brûle, nous, c'est autant que les voisins ne brûleront pas. Et donc, vous voyez que ce qui est important là sur ces figures, c'est qu'il y a quand même des contrastes régionaux et qu'en particulier, en fait, il y a une température moyenne, mais vous voyez que l'augmentation des températures, il est plutôt plus élevé sur les continents que sur les océans, et puis il est plutôt plus élevé aux hautes latitudes que aux basses latitudes. Donc, les régions arctiques vont se réchauffer beaucoup plus que les régions tropicales. La figure du bas est plus difficile à lire. C'est l'impact sur les précipitations. Mais en fait, si on y passe du temps et qu'on regarde un peu dans le détail, eh ben, c'est compliqué. C'est-à-dire que les différents modèles, il n'y a pas de signal vraiment très net. C'est-à-dire dans la plupart des régions du monde, il y a des modèles qui disent plutôt qu'il va y avoir plus de précipitations et puis d'autres modèles qui disent qu'il va y avoir moins de précipitations. Il y a quand même quelques exceptions et en particulier sur tout ce qui est le bassin méditerranéen. À peu près tous les modèles disent qu'il va y avoir moins de précipitations. Le bassin méditerranéen va devenir plus sec qu'il est aujourd'hui. Puis il y a d'autres régions comme ça dans le monde. Mais quand même, sur les précipitations, il y a beaucoup plus d'incertitudes que sur la température. Et quand je dis de l'incertitude, ça veut dire que les différents modèles qu'on utilise disent des choses qui sont légèrement différentes. Bon, on regarde d'autres choses, on regarde le devenir des extrêmes. Les extrêmes, alors ça peut être plein de choses, ça peut être les vents très forts, ça peut être les précipitations intenses, ou ça peut être les sécheresses. Et en fait, en gros, là aussi, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais les simulations indiquent que, en fait, c'est un peu paradoxal parce que d'une part, il va y avoir plus de sécheresse et d'autre part, il va y avoir plus de précipitations intenses. Et en fait, plus de sécheresse, ça dépend un petit peu où, mais au premier ordre, on peut dire que les régions qui sont déjà relativement sèches vont devenir encore plus sèches et les régions qui sont humides vont devenir plus humides. Évidemment, c'est pas si simple que ça, mais au premier ordre, ce sont des choses comme ça. Donc là aussi, il y a des simulations sur la banquise, la banquise qui pourrait disparaître et qui va très probablement disparaître. Enfin, qui va probablement disparaître typiquement au milieu du XXIe siècle. Alors attention, quand on dit disparaître, c'est disparaître à la fin de l'été. Pendant l'hiver, il y aura de la banquise, il y aura toujours de la banquise pendant l'hiver au pôle Nord. Mais simplement, vous savez que la banquise croît pendant l'hiver et puis fond pendant l'été. Et donc aujourd'hui, même à la fin de l'été, il reste une quantité, il y a plusieurs millions de kilomètres carrés de banquise. Et donc on pense, enfin les modèles disent que au milieu du XXIe siècle, à la fin de l'été, il y aura plus de banquise. Quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus important, c'est le niveau des mers. Et je trouve que même, on n'en parle vraiment, vraiment pas assez, pour deux raisons. D'une part, parce que c'est quand même difficile de se protéger d'une montée du niveau des mers. Et puis aussi parce que c'est quelque chose qui est à très long terme. C'est-à-dire que même avec le scénario 2.6 où on arrête d'émettre du carbone là où on limite fortement nos émissions de carbone, en fait, le chauffage de l'atmosphère, il est déjà là
c'est surtout le chauffage de l'océan, il est déjà écrit avec la quantité de dioxyde de carbone qu'on a déjà mis dans l'atmosphère. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a chauffé simplement la couche supérieure de l'océan, mais en fait, ça va se transmettre à l'ensemble de l'océan. L'ensemble de l'océan va se réchauffer. Et donc, on sait que sur les prochains siècles, le niveau des océans va continuer à monter, quoi qu'on fasse. Et donc, ça va être vraiment difficile donc, il y a cet effet à long terme qui est déjà écrit. Moi, je suis persuadé que l'océan, si on regarde qu'est-ce qui va se passer dans 1000 ans, c'est certain que l'océan aura monté de plusieurs mètres. Et monter autant, on peut se protéger de 50 cm, 1 mètre, autant plusieurs mètres, ça devient vraiment extrêmement compliqué. Alors ces courbes ici montrent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers 7000 ans. Enfin, la courbe du bas montre ce qui s'est passé sur les derniers 7000 ans. Et puis la courbe du haut, c'est un zoom sur les derniers 300 ans. Vous voyez qu'en gros, en fait, quand on est sorti du fameux maximum glaciaire, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 20 000 ans, l'océan était 110 mètres plus bas qu'aujourd'hui, donc et il est remonté simplement parce que les glaces ont fondu. Et puis en fait, sur les derniers 3000 ans, ça s'était à peu près stabilisé. Et en fait, c'est reparti aller à hausse, comme ça montre bien sur cette figure, sur les derniers 100 ans. Voilà. Et donc dans le futur, donc si on regarde uniquement sur 2100, on prévoit une montée du niveau des mers dont le rythme va varier suivant qu'on est sur les différents scénarios. Évidemment, si on est sur le scénario business as usual, ça va monter beaucoup plus vite que si on est sur le scénario bas. Mais de toute façon, ça va continuer à monter dans les siècles qui viennent. C'est malheureusement déjà écrit. Ça, je ne parle pas de ça. Là aussi, le CO2, il va rester dans... Ça, c'est pour montrer que, en fait, même tout le CO2 qu'on émet aujourd'hui, en fait, je vous ai dit qu'il y en a une partie qui partait dans l'océan, une partie qui partait dans la végétation. De toute façon, l'océan va en absorber une bonne partie et pendant très longtemps. Mais de toute façon, il y en a typiquement 20%. Il y a 20% du carbone qu'on met dans l'atmosphère qui va y rester pendant plusieurs milliers d'années, parce qu'il y a un équilibre qui se fait entre l'océan et l'atmosphère. Donc en fait, il ne faut pas se dire, bon, bah, ok, on va arrêter d'émettre et puis on va revenir à un état normal 10 ans après. Non, il y a déjà quelque chose qui est inscrit sur le très long terme. Et donc ma dernière planche de conclusion, donc j'ai insisté sur le fait que le dioxyde de carbone, c'est le principal moteur du changement climatique, mais il y a d'autres contributions qui sont non négligeables. Les contributions réchauffantes, c'est essentiellement le méthane, d'autres gaz à effet de serre qui sont le méthane et le protoxyde d'azote. Et puis les contributions qui sont plutôt refroidissantes, ce sont les aérosols. Je vous ai insisté sur le fait qu'aujourd'hui, si on essaye de savoir quelle est la quantité d'énergie qui est rajoutée au système suite aux activités humaines, donc c'est très bien compris pour ce qui est des gaz à effet de serre. Par contre, c'est plus incertain pour l'effet des aérosols. Donc dans le futur, on sait que ça va augmenter. On sait qu'il va y avoir une contribution relative du CO2 qui sera encore plus forte. Et donc, si on essaie de calculer quel va être l'impact sur la température et les autres paramètres climatiques, de précipitation, niveau des mers, tout ça, la principale incertitude est liée à la rétroaction qui est due aux nuages. Donc, c'est vraiment là-dessus. En fait, du coup, ça veut dire que les climatologues aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur les nuages, sur essayer de mieux comprendre le cycle de vie des nuages et puis aussi de mieux comprendre l'impact des aérosols. Et donc ça, moi je dis ça, mais c'est pas ma spécialité. Les changements climatiques qui sont annoncés, ils sont considérables. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai montré tout à l'heure une image de la Terre il y a 20 000 ans qui avait quand même vraiment rien à voir avec le climat d'aujourd'hui. Et ça, cette Terre d'il y a 20 000 ans, elle était 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui. Et donc on est en train d'envisager des changements climatiques qui sont du même ordre de grandeur que ceux-là, qui est des changements climatiques qui se sont passés en 10 000 ans. On est passé de la période froide à la période chaude en typiquement 10 000 ans. Eh ben, on est en train d'envisager des modifications du climat qui sont du même ordre de grandeur, mais en seulement 100 ans. Et donc ça, il est clair que la biosphère et certains êtres humains pourront pas s'adapter à ça. Mais donc l'impact sur les sociétés humaines seront plutôt abordés dans les exposés que vous aurez dans la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire circuler un micro. Oui, mais je vais...
Merci pour cet exposé, il était très clair. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne dans votre conclusion. D'ailleurs, ça est apparu plusieurs fois. Vous dites qu'il y a de très grandes incertitudes, en particulier à cause du forçage radiatif des nuages, ce qui ne sont les aérosols et des nuages. Et c'est tellement important que les chiffres varient entre 1,5 degré et 5 degrés par rapport à 1850. Mais cette incertitude est gigantesque, car 1,5 degré par rapport à 1850, c'est banal. C'est banal parce que depuis des siècles, des millénaires, 1,5 degré sur 250 ans, c'est banal. Mais 5 degrés, non seulement c'est pas banal, mais si c'était vrai, ça serait la fin du monde. La moitié de l'humanité disparaîtrait. Vous savez très bien que 5 degrés, c'est gigantesque. On a jusqu'à maintenant 0,8 degré par rapport à 1850, 0,9 degré par rapport à 1850, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2015, dans les 80 années qui viennent, l'augmentation serait de 3,5 degrés. C'est tellement gigantesque qu'on ne peut même pas l'imaginer. Ça serait effectivement, pas la fin du monde, mais la moitié de l'humanité disparaîtrait. Donc c'est quand même un peu contradictoire. Et la deuxième chose, parce que l'incertitude est vraiment énorme, absolument énorme, c'est entre rien et une catastrophe planétaire. Et la deuxième question, qui est plus embarrassante, parce qu'effectivement vous n'en avez pas parlé, c'est que il est classique, depuis maintenant une quinzaine d'années, de commencer par dire l'effet de serre, on sait très bien d'où il vient, regardez depuis 800 000 ans, et on montre les courbes des augmentations et des baisses de température depuis 800 000 ans. Et vous n'en avez pas parlé parce que je crois que c'est un sujet extrêmement délicat, mais on montre ces deux courbes, l'augmentation de température depuis 800 000 ans et l'augmentation du taux de gaz carbonique depuis 800 000 ans. Or, il se trouve que quand on regarde, et on le sait depuis une bonne douzaine d'années, quand on regarde dans le détail on peut le faire, puisqu'on peut très bien regarder à 10 ou 20 ans les augmentations de taux de CO2 et les augmentations de température, on se rend compte que dans la majorité des cas, la température augmente à peu près 8 à 9 siècles avant l'augmentation du taux de gaz carbonique. Je dis bien avant. Et ça n'a rien d'invraisemblable, hein, on l'explique très bien. Donc, je peux répondre ? c'était. Les deux questions sont importantes. Hein. Merci. Alors, la première, donc, entre, vous dites 1,5 degré et 6 degrés, d'abord, le 1,5 degré et 6 degrés, j'insiste, c'est pas uniquement une incertitude climatique, c'est aussi une incertitude de dioxyde de carbone. Donc effectivement, oui, le futur de la Terre, de l'humanité, dépend un petit peu des décisions ou qui vont être prises, par exemple à la conférence COP21 à la fin de l'année, mais bon, pas seulement quand même. Hein, il y a d'autres occasions de faire des efforts. Ensuite, est-ce que c'est donc vous avez dit que vous avez dit 1,5 degré, c'est rien. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que quand on voit un petit peu la différence entre un climat à 5 degrés plus froid qu'aujourd'hui et le climat d'aujourd'hui, donc à peu près qui est 3 fois plus fort que 5 degrés, c'est déjà considérable. Donc à mon avis, 1,5 degré, c'est pas rien. On n'a pas le droit de dire que c'est rien. Alors peut-être que pour la France, c'est rien, mais bon. Et ensuite, par contre, vous avez dit 5 degrés, c'est la disparition de la moitié de l'humanité. Moi, j'ai pas dit ça. Je vous laisse l'entière responsabilité de vos paroles. Moi, j'en sais rien, en fait. Moi, je suis climatologue. Je ne sais pas quel est l'impact sur les populations humaines de 5 degrés plus chaud. Je me doute bien que ça ne va pas être agréable, mais j'ai certainement pas dit que ça tuait la moitié de l'humanité. Puis ensuite, est-ce que c'est grave ? Ensuite, la Terre s'en remettra. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez une deuxième question, et c'est marrant parce que c'est pas une question sur mon exposé. Hein, donc évidemment, les climato-sceptiques adorent dire « Ah là là, mais les climatologues, ils nous disent qu'il y a de l'effet de serre parce qu'ils ont mis en parallèle le CO2 et la température sur le dernier 8 millions d'années. » Mais c'est juste pas vrai.
Je veux dire, justement, je pense que mon exposé a montré qu'on n'a absolument pas... On travaille avec des mécanismes, on travaille avec de la physique, on travaille à essayer de comprendre. On ne fait pas de la corrélation et on se dit, puisqu'il y a une corrélation, c'est qu'il y a quelque chose dedans. C'est pas comme ça que les climatologues font en France. Et c'est jamais comme ça qu'ils ont travaillé. Non, peut-être que vous l'avez peut-être compris comme ça, mais retrouvez-moi des écrits de climatologues qui disent tiens, on observe une corrélation, donc cette corrélation va continuer dans le futur. Alors là, je peux vous dire, je suis certain que c'est pas le cas, quoi. Et ensuite, vous avez expliqué que sur le dernier 800 000 ans, enfin sur les alternances glaciaires interglaciaires, donc le CO2 augmente après la température. Je vous encourage à venir visiter mon laboratoire parce que c'est quelque chose sur lequel on progresse, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps il y a des avancées qui ont été faites. Il y a eu des publications qui disaient qu'il n'y avait pas de décalage, et puis il y a eu des publications qui disaient qu'il y avait un décalage. Et en fait, je vous explique pourquoi c'est compliqué. Parce que les bulles d'air, elles ne se déposent pas en même temps que la glace. C'est-à-dire que la neige, elle est poreuse au gaz. C'est-à-dire que quand vous avez, en Antarctique, vous avez une certaine épaisseur de neige, et puis une fois que ça se compresse un peu profond, ça devient de la glace. Et en fait, quand il y a de la neige, tant que c'est de la neige, il y a des échanges. Des échanges, ils sont lents, mais ils sont réels. Et donc en fait, il y a au moment où la bulle est piégée, au moment où la neige se transforme en glace, donc ça piège de l'air, c'est de la neige qui s'est déposée il y a longtemps. Et le combien c'est longtemps, ça dépend un petit peu de la vitesse, de la quantité qui se dépose chaque année et de la profondeur à laquelle ça gèle. Donc c'est compliqué. Donc il y a plein de climatologues qui travaillent là-dessus. Et donc les derniers travaux, si vous venez visiter mon laboratoire, c'est que du coup, maintenant, on essaye non pas de regarder, on ne se sert pas de l'eau pour avoir la température, mais on se sert du gaz, on se sert des isotopes dans le gaz, et ça semble montrer qu'il n'y a pas de déphasage du tout. Mais ça, c'est des résultats très, 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 très récents. Mais de toute façon, j'insiste sur le fait que moi, je ne me suis pas servi de cette corrélation pour vous expliquer ce que c'était que l'effet de serre. Plusieurs mains qui se lèvent. Oui. Après, il nous faut deux femmes. Est-ce que vos modèles arrivent à expliquer pourquoi depuis 2003, d'après ce qu'on m'a dit bien sûr, 2003, la température moyenne, d'après celle dont vous parlez, non seulement est stable, mais baisserait comme ça, donc ça fait à peu près 12 ans. Et alors ça c'est ma première volet, mais est-ce que ces mêmes modèles arrivent à expliquer la croissance de température des 3 décennies passées? Donc on verrait s'ils sont valables ou pas, puisque vous avez une variation terrible, mais si ces modèles arrivaient à expliquer ce qui s'est passé avant, il n'y aurait pas cette variation entre tous ces modèles, j'imagine, enfin. Sinon, il y a bien des modèles qui ne doivent pas être corrects. Alors, donc, est-ce que les modèles... donc, je ne vais pas prendre votre question dans le même ordre. Donc, est-ce que les modèles reproduisent l'augmentation des températures qu'on a observées typiquement entre 1970 et 2000 ? La réponse est oui, bien sûr. Enfin, pas bien sûr, mais la réponse est oui. Et même, c'est important de savoir qu'il y avait des modèles, les premiers modèles dans les années, typiquement fin des années 70, début des années 80, avaient dit le climat va se réchauffer à tel rythme. Et ça a été ce qu'on a observé. Donc il n'y a pas seulement de l'explication à rebours, mais il y a aussi eu des prédictions d'augmentation des températures. Maintenant, votre première question, c'était est-ce que les modèles reproduisent le fait qu'il y a une pause sur l'augmentation des températures. Alors vous avez dit, donc il est parfaitement exact que l'augmentation des températures sur les 15 dernières années est moins rapide qu'elle l'a été sur les 25 ou 30 années précédentes. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse. D'ailleurs, vous avez certainement entendu dire que 2014 a été la plus chaude, ou a priori, enfin en gros, il y a 3 années qui se tiennent dans la barre d'incertitude. Et 2014 fait partie une des 3. Donc c'est peut-être 2014 qui a été la plus chaude, mais peut-être une autre avant. En tout cas 2014 a été particulièrement chaud. Donc est-ce que les modèles reproduisent ça ? La réponse est non.
C'est-à-dire que la plupart des modèles ont plutôt une pente moyenne d'augmentation qui est à peu près la même que celle qu'on observait avant. Simplement, tous ces modèles disent aussi qu'il y a de la variabilité interne, c'est-à-dire qu'il y a du chaos. C'est-à-dire qu'aucun des modèles ne dit que la température, elle est là, l'année suivante, elle est là, l'année suivante, elle est là, l'année suivante, elle est là. Tous les modèles disent bien que, tiens, quelquefois, on est une année El Niño, quelquefois, on est une année La Niña, quelquefois, il y a un petit peu de volcanisme qui fait qu'on baisse, tac, 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 il y a des choses comme ça. Donc il faut bien voir que il y a une variabilité interne qui peut expliquer ce qu'on observe aujourd'hui. Si dans 10 ans, je fais la même présentation qu'aujourd'hui et on est toujours sur la même pente, on va dire là vraiment il y a un problème. Mais par contre, les climatologues ne sont pas en train de se dire bah merde, nos trucs sont faux parce que il s'est rien passé pendant 15 ans. D'autant plus que on parle beaucoup de la température moyenne à la surface de la Terre. Mais il y a d'autres paramètres climatiques, et en particulier quelque chose qui est extrêmement important, c'est que quand la Terre se réchauffe, en fait, l'énergie, elle va surtout dans l'océan. 90% de l'énergie en plus de la Terre, c'est l'augmentation de la température de l'océan. Et seulement, il y en a une partie qui sert aussi à fondre les glaciers, et puis il y en a une partie qui sert à réchauffer l'atmosphère. Mais 90%, c'est dans l'océan. Or, l'augmentation de la température de l'océan, donc du contenu thermique de l'océan, continue à augmenter sans... Il n'y a pas de changement de pente à ce niveau-là. Du coup, si on dit que la température de la Terre, c'est d'abord la température de l'océan, parce que c'est vrai que c'est là qu'il y a la matière, la masse elle est dans l'océan, eh ben, il n'y a pas cette pause, quoi. Mais bon, voilà. Il y a moins de fluctuations, c'est-à-dire que ça augmente de manière vachement plus régulière. Il n'y a pas de pause, effectivement. Ouais. Oui, donc moi, je tiens, comme d'habitude, à vous remercier, monsieur, pour votre grande clarté et en plus pour votre personnalité très positive, car malgré la première question qui semblait dire que vous aviez oublié des éléments importants, vous avez été tellement positif en lui disant « Venez visiter mon laboratoire. Bravo, monsieur. » Mes questions. Oui, bravo. Alors, elles sont très basiques parce que quand vous parlez d'aérosols, est-ce que c'est les aérosols que j'utilise, si vous voulez, dans mes produits de beauté, tout ça, ou est-ce qu'il s'agit d'aérosols industriels, probablement industriels? Et comment sont-ils? Et ma deuxième question que j'ai trouvée, vous avez beaucoup insisté là-dessus, sur l'effet des nuages, et vous avez dit, on ne sait pas si les nuages peuvent avoir un effet de réchauffement ou au contraire de baisse. Mais est-ce que cet effet pourrait être aussi important que l'augmentation très probable de carbone, vous voyez, pourrait avoir un tel impact? Est-ce que je suis claire dans ma seconde question, qui est la plus importante? Je crois, oui. Vous voyez, est-ce que l'effet des nuages pourrait finalement remettre en cause toutes les augmentations climatiques qu'on voit? Merci, monsieur. Donc, je réponds à la deuxième question, et puis après, vous me rappellerez quelle était la première. Donc, la deuxième question, moi, je vous dis, les nuages, je vous ai dit, les nuages, c'est compliqué. Les nuages, on peut pas faire un calcul de coin de table et se dire, bah, tiens, c'est ça qui va se passer. On est obligé de passer par des modèles. Et donc, tous les modèles me disent que si on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, ça va se réchauffer. Ils disent plus ou moins à cause de l'effet du nuage, mais ils disent tous ça va se réchauffer. Donc je peux pas vous dire que malgré l'effet du nuage. Quel que soit l'effet des nuages, ça ne peut pas compenser, quoi qu'il en soit, l'augmentation du carbone. Oui, c'est ça que disent. Mais pour dire ça, on est obligé d'utiliser des modèles, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas de la physique de base. L'effet de serre, c'est de la physique de base. Donc, je veux dire, je peux vous le démontrer presque de manière mathématique. L'effet des nuages, je suis obligé d'utiliser des modèles. Et quand on utilise des modèles, on peut toujours dire « Mais oui, mais il y a un truc auquel vous n'avez pas pensé. » Voilà. Et donc, est-ce que je peux vous démontrer qu'il n'y a rien auquel on n'ait pas pensé? C'est pas possible. Je peux pas vous démontrer que quelque chose n'existe pas. D'accord? Donc voilà. Donc s'il y a un mécanisme auquel personne n'a pensé et qui existe,
Bon, mais il y a quand même d'autres choses. Hein. Je veux dire, typiquement, vous voyez, il y a 20 000 ans, on peut regarder, il y a 20 000 ans, la Terre était, on avait un climat qui ressemblait pas du tout à celui qu'on a aujourd'hui. Ben, les mêmes modèles qui nous simulent le climat d'aujourd'hui, ils arrivent à simuler le climat d'il y a 20 000 ans. Donc c'est quand même une force très forte, c'est-à-dire que la physique qu'on a mis dans les modèles est capable de reproduire des choses, des climats très différents. Donc ça donne confiance à ce qui va se passer dans le futur. Ah oui, alors les aérosols, non, effectivement c'est terrible parce que les aérosols sont utilisés, donc quand on parle des bombes aérosols, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait les bombes aérosols, c'est en plus on en a beaucoup parlé au moment des problèmes de trous d'ozone, choses comme ça. Non, les aérosols, la définition de l'aérosol, c'est tout ce qui est des particules solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère, sauf les nuages. Donc ça veut dire, alors qu'est-ce que c'est? Typiquement, c'est les diesels. Quand on vous parle des particules ultra fines qui sont vachement mauvaises pour votre santé, ce sont des aérosols. Des aérosols que vous voyez, quelquefois quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez que c'est un peu brumeux. Ou même à Paris d'ailleurs, à Paris, les jours où c'est vraiment pollué, vous ne voyez pas la tour Eiffel. Ça, c'est les particules qui sont en suspension dans l'atmosphère. Okay. Voilà. C'est des particules solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est lié quand vous brûlez, tiens, on en a parlé aussi, quand vous brûlez du bois dans votre cheminée, enfin si vous en avez une, eh ben la combustion elle est pas très bonne. Et puis il y a une partie, il y a des trucs qui sont pas brûlés, qui partent avec votre cheminée. Enfin, ça, c'est les trucs dégueulasses qui sont vachement mauvais pour la santé et qui ont un impact sur le climat. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que j'ai assisté à une conférence ici, il y a 2 ans, des constructeurs d'avions qui faisaient les marioles en disant à l'horizon 2050, la consommation des avions sera réduite par 2, mais le trafic aura doublé. Donc on en sera au même point avec les avions. Alors l'avion, l'inconvénient de l'avion, c'est qu'il faut le porter par rapport à un véhicule terrestre. Et la portance, ça coûte de la traînée et ça coûte du carburant. Parce que plus il est lourd, plus il va consommer l'avion. Le TGV se moque du poids. Le TGV, la résistance au roulement d'un train est le millième du poids. Le TGV est à 1,6 g de CO2 par kilomètre passager, alors que les avions sont à 140 grammes. Okay, donc vous êtes en train de me dire que l'impact du transport aérien sur le climat est très important et voilà, je sais pas, c'était pas ma conférence aujourd'hui, mais ça m'arrive souvent de parler de ça, c'est-à-dire que quand on me dit bon alors, mais ok très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça dépend évidemment à qui vous adressez, c'est-à-dire que si vous vous adressez à un paysan au fond de l'Afrique, qu'est-ce que vous devez faire? C'est pas la même chose que si je parle à quelqu'un qui est un peu comme moi, qui a des bons revenus et qui aime bien partir en vacances à l'autre bout du monde. Hein, parce que donc les gens comme moi, même les gens comme moi qui faisons un peu attention, eh ben, on aime bien prendre l'avion et c'est épouvantable. L'impact de l'avion sur le climat, c'est dramatique. Alors heureusement, il y a peu de gens comme moi. Enfin non, j'exagère un peu, mais voilà, il y a plein de gens qui prennent jamais l'avion, mais ceux qui prennent l'avion c'est une grosse source de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et vous avez raison que le train c'est vachement mieux. Et moi qui travaille beaucoup avec le CNES à Toulouse, je vais très régulièrement à Toulouse et j'y vais en train de nuit plutôt que d'y aller en avion, exactement pour cette raison-là. Moi aussi. Oui, alors, j'ai encore... Mais pas à Toulouse. Oui. Alors, il y a une dernière question. Le GIEC, dont tout le monde se moque, a dit que quand on aura atteint 450 ppm, on ne pourra plus faire marche arrière. Quoi qu'on fasse, on ne pourra plus rien faire. Et ces 450, on les obtient dans 2 ans et demi. On y est. Moi, j'ai fait le calcul. Alors, c'est une fonction exponentielle. Hein, c'est très facile. Hein. Avec une calculatrice qui fait des logarithmes. 2 ans et demi. Après la conférence, je vous le montrerai.
Allez-y, hein, je suis capable de faire 2 choses à la fois. C'est une autre question. Bon, voilà, là, combien de CO2 il augmente de combien? Typiquement, allez, on va prendre entre 1990 et 2010, il a augmenté on est parti de 350 et on est monté à 390. Donc en gros, en 20 ans, il a pris 40. Donc il prend 2 par an. Donc pour faire de 450, il faut 25 ans. Autre question? Oui, en fait, il y a plusieurs modèles climatologiques, d'après ce que vous avez dit. Je voulais savoir s'ils étaient à peu près tous d'accord sur la répartition géographique. Il y a eu une diapo que vous avez montrée où on avait l'impression que le niveau des mers avalait beaucoup plus de l'Asie que de l'Amérique ou de l'Europe. Est-ce que sur l'impact des événements climatiques, est-ce que tous les modèles sont d'accord sur la répartition géographique? Sur les impacts au sens large ou juste sur le niveau des mers? Disons, d'abord sur le niveau des mers. Je ne sais pas. Voilà. Non. Alors. Ouais, voilà, c'est pas un truc que j'ai regardé, donc j'ai peur de dire une bêtise. Et sur les impacts, non, ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui vont dire qu'il y aura plus de cyclones et d'autres qui vont dire qu'il n'y a pas plus de cyclones. Donc, puisqu'ils ne sont pas du tout d'accord sur les précipitations dans pas mal d'endroits. Donc sur les impacts. Pardon. Donc pour répondre à la question était est-ce que tous les modèles sont d'accord sur les impacts? Et la réponse est non. Il y a des modèles qui disent qu'il va y avoir plus de cyclones alors que d'autres ne sont pas d'accord. Et par contre la question sur le niveau des mers, j'ai répondu que je ne savais pas. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, encore une, ça sera la dernière. Bonjour, merci pour votre présentation déjà. 2 questions. La première sur les mesures de température, il y a très longtemps. Vous avez dit que c'était pas facile d'avoir récemment sur les 50-100 dernières années, c'est facile d'avoir une idée de quelle température il faisait. Et voilà, quel degré de confiance on a quand vous parlez de température à plusieurs milliers d'années en arrière, quel degré de confiance on a là-dessus? Et sur le CO2 en même temps, quand vous parlez de mesures à 450 000 ans en arrière. Et surtout vis-à-vis du fait que vous dites que certains modèles, on peut les valider même en arrière dans l'histoire passée. Et vis-à-vis la deuxième question, ça sera vis-à-vis du forçage. Le modèle a été créé par qui? Des gens du GIEC ou à partir des données existantes qu'on compilé tout ça? Ou alors c'est un modèle qui est partagé par tous ou est-ce qu'il y a un seul modèle de forçage? Ok. Donc les températures sur typiquement les derniers 2000 ans, voilà les différentes reconstructions. Donc une fois de plus, l'incertitude, c'est un peu, vous faites travailler 10 personnes indépendamment, et puis vous regardez de manière vraiment indépendante, et puis vous regardez un peu ce qu'ils donnent tous, et puis l'incertitude, c'est un petit peu la dispersion des différentes estimations. Donc moi, je ne peux pas vous faire mieux que ça. Et donc voilà un petit peu les différentes estimations sur la température des derniers 2000 ans. Donc vous voyez que la dispersion est très très réduite sur la partie très récente. Et par contre, on a une dispersion qui est typiquement de 1 degré sur les temps plus anciens, quoi. Donc oui, il est clair qu'il y a une grande incertitude qui est liée à 2 causes. D'une part, je vous ai dit que, par exemple, on va utiliser les cernes d'arbres ou des choses comme ça. Donc d'une part, la relation entre température et cernes d'arbres, elle est un peu olé olé. Et puis d'autre part, le nombre d'endroits dans le monde où vous pouvez faire ce genre d'études, il est quand même limité. Déjà, sur tous les océans, vous ne pouvez pas le faire. Donc dans l'hémisphère sud, en gros, il n'y a pas d'endroit où il y a très peu d'endroits où on peut faire ce genre de choses. Donc il est clair qu'il y a quand même de grandes incertitudes là-dessus. À la limite, si vous allez prendre la reconstruction la plus forte, là, j'ai l'impression qu'il y a une courbe bleue, là, bleu clair, qui dit qu'en l'an 1000, la température était la même qu'aujourd'hui. Donc vous pouvez dire, tiens, on n'est pas encore sorti de la variabilité naturelle. Voilà. Donc... ouais, bon. Tout à fait, mais je vous dis, il y a vraiment des incertitudes qui sont très grandes là-dessus. Bon, mais une fois de plus, il faut, voilà, moi, si toutes les reconstructions me donnaient la même chose, je serais vraiment obligé de me creuser la tête.
Mais moi, j'insiste beaucoup sur la compréhension du phénomène. Je veux dire, aujourd'hui, on comprend ce qui se passe. C'est-à-dire que si le climat ne se réchauffait pas, je veux dire, les climatologues seraient tous en train de se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça ne se réchauffe pas, quoi? Ça devrait se réchauffer. Donc c'est pas une surprise que ça se réchauffe. Et c'est pas parce que... et on ne se base pas sur une vague corrélation température CO2 dans le temps. Non, on se base sur la physique. Il y a plein de choses qu'on comprend. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais je veux dire, le transfert radiatif dans l'atmosphère, les échanges d'énergie entre les continents, les océans, le transport de chaleur dans l'atmosphère, dans les océans, tout ça, c'est des choses qui sont comprises, quoi. Donc je veux dire, on ne part pas de rien. Donc aujourd'hui, que le climat se réchauffe, c'est normal. C'est normal. Ah pardon. Non, mais ça, les trucs qui sont assez simples, hein, savoir typiquement quand vous avez une éruption volcanique, vous mettez des particules dans l'atmosphère assez haut, combien ça renvoie des rayons du soleil, mais c'est un truc que je fais en 5 lignes sur mon ordinateur, quoi. Donc je veux dire, il y a plein de gens différents qui l'ont fait, et le dioxyde et l'effet de serre du dioxyde de carbone. Là, il n'y a peut-être pas 50 groupes qui l'ont fait, mais il y en a plusieurs qui donnent des résultats très, très, très voisins. Donc la compréhension du transfert radiatif, c'est pas juste un modèle. Il y a plusieurs modèles, mais qui disent la même chose. Donc à la fin, on va prendre simplement celui qui tourne le plus vite, parce qu'ils donnent tous la même chose, quoi. Mais il y en a plusieurs. Voilà. Il y a plusieurs. Enfin, quand on dit qu'il n'y a pas d'incertitude là-dessus, c'est bien parce que il y a plusieurs études qui donnent la même chose. Très bien. Je crois qu'on va s'arrêter là ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Brion. Rendez-vous la semaine prochaine. Donc, on abordera la question des impacts du changement climatique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Bonne soirée. À la cité, voilà, je suis un peu au palais. Vous êtes, si, vous êtes je vais... domicile ici. Non.